Dès qu'on introduit des exonérations, c'est ça ce que cette expérience montre, c'est qu'on lance la machine à optimisation. C'est pour ça que moi, ce que j'ai proposé, c'est par rapport à ce qu'on avait pu faire au moment de l'ISF qui commençait à 1 million, de prendre le contre-pied de ça, de commencer beaucoup plus haut, à 100 millions, mais en échange de dire, si vous êtes immensément riche comme ça, vous n'avez pas besoin de la moindre exonération ou niche fiscale. Vous allez devoir entrer de plein pied dans le champ de la solidarité nationale, sans échappatoire possible, et c'est ça qui est gage d'efficacité, de rendement budgétaire et de justice. Donc, exonérer par exemple les entreprises familiales et innovantes, ce n'est pas nécessairement une bonne solution d'après vous? C'est prendre le risque de répéter les erreurs qui ont été commises en 1981, où le pouvoir socialiste de l'époque dit on va créer un impôt sur les grandes fortunes, l'ancêtre de l'ISF, mais il y a une levée de bouclier des milliardaires de l'époque qui demandent d'en être exonérés, et le pouvoir en place fait voter une exonération pour les soi-disant biens professionnels, c'est-à-dire les grosses détentions actionnariales. La conséquence de ça, c'est que les milliardaires ne payaient pas et n'ont jamais payé l'ISF. À la veille de son abolition, en 2016, d'après les travaux de mes collègues de l'Institut des politiques publiques, le taux effectif d'impôt sur la fortune pour les milliardaires français, c'était 0,005%. Donc là, il y avait quand même un échec intellectuel et politique dramatique qu'il ne faudrait pas répéter 40 ans après. Mais vous savez,